Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière. Le but est de vous accompagner en fait pendant toute cette partie où je ne serai pas là et vous allez remplir le dossier tout seul. La vidéo sera un peu longue, mais en fait vous allez probablement l'écouter en plusieurs fois. Je vous invite aussi à faire pause aussi souvent que possible. Je vais vous indiquer à quel moment vous devez répondre à certaines questions. Donc voilà, l'idée est vraiment de faire comme si j'étais là, mais vous êtes chez vous et vous écoutez cette vidéo. Ok, donc des fois vous aurez des pages où je vous donne les ressources pour répondre aux questions, des fois je vous fais un poil de cours, mais ça ne sera jamais très long, je vous rassure. Donc surtout, si vous écoutez cette vidéo, le truc à faire, c'est vraiment avoir le dossier devant les yeux, la copie avec, et répondre au fur et à mesure que, voilà, que je commente. Ok? Bien, on est parti. Bien, nous commençons donc avec voilà, une sorte de rappel et en même temps je vous rajoute une petite couche de plus sur les états de la matière. Évidemment, vous les connaissez, solide, liquide, gazeux. Maintenant, ce que je voudrais voilà, qu'il soit bien clair, c'est à l'échelle microscopique, vu qu'on a parlé des atomes dans le chapitre d'avant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fonction de votre échantillon, bon, votre échantillon est soit composé d'atomes, soit de molécules, mais ensuite l'idée est la même. L'agencement de ces particules ne sera pas la même en fonction de l'état de la matière. Je vous donne un site là, phys.free.fr/eta.htm sur votre cours. Si vous y allez, vous allez voir, on vous le décrit, mais en gros, un état solide, les particules sont extrêmement rapprochées et pas forcément très libres de bouger. Et en fait, plus on va vers l'état gazeux, plus les particules sont libres de se déplacer. Elles sont de moins en moins liées entre elles et sont forcément très agitées, donc forcément. Voilà, donc là, pour les questions 1 et 2, vous devez attribuer un certain nombre d'adjectifs à chaque état de la matière. Je vous laisse faire ça comme des grands, il y a rien de méchant là-dedans pour l'instant. Pour la suite, je vous fais un rappel sur les changements d'état. Ce sont des termes que vous devez connaître. Donc voilà, juste les réappliquer, donc placer les mots au bon endroit, condensation, tout ça, tout ça. Je vous rappelle que le passage de l'état gazeux à l'état liquide, c'est pas la liquidation, c'est bien la liquéfaction. Surtout le premier qui m'écrit liquidation, il a intérêt à se cacher. Mais voilà, si vous ne savez pas, je vous laisse chercher sur Internet pour les mots qui vous manquent. Mais voilà, vous aurez peut-être deux, trois surprises sur certains mots qu'on utilise au quotidien, mais qui en fait ne sont pas bien utilisés. Je pense notamment à la condensation. Mais voilà, pour le reste, rien de méchant. Alors, à partir de là, un petit peu de cours. Que se passe-t-il quand un objet passe d'un état à un autre? Alors, il faut savoir que quand vous chauffez ou que vous refroidissez un échantillon, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, c'est tout simplement un échange d'énergie. Quand vous chauffez un objet, vous êtes en train de lui donner de l'énergie. Quand vous le refroidissez, vous êtes en train de lui en reprendre. Et il se trouve qu'il y arrive un moment où il va devoir changer d'état. Par exemple, l'eau, vous la chauffez, elle arrive à 100 degrés. 100 degrés, c'est sa température de changement d'état. Et vous allez voir que si vous continuez à lui apporter de l'énergie, cet objet ne chauffe plus. Il est juste en train de changer d'état. L'énergie que vous êtes en train de lui donner ne sert plus à le réchauffer, il sert juste à lui faire passer de l'état liquide à l'état gazeux, par exemple. À l'inverse, si vous êtes en train de prendre de l'énergie à un objet, de le refroidir, par exemple de l'eau, quand il arrivera à 0 degré, l'énergie que vous allez continuer à lui prendre, vous n'êtes pas en train de l'énergie qu'il est en train de vous donner, c'est pas de la température en moins, il n'est pas en train de se refroidir. Il est en train de perdre de l'énergie pour changer d'état en fait. C'est-à-dire que pour passer de l'état liquide à l'état solide, il doit se débarrasser d'une certaine quantité d'énergie. C'est cette énergie-là qu'il vous donne et donc pendant un moment, l'objet ne va plus refroidir, il va rester à 0 degré. Par contre, il va progressivement se changer en glace. Voilà. Donc cette grandeur, cette fameuse énergie thermique, donc de l'énergie, de la fameuse chaleur dont vous parlez au quotidien, on parle d'énergie thermique, c'est une grandeur qu'on note Q, elle se mesure en joules, et voilà, et globalement, si un objet à un moment donne de l'énergie thermique, on va parler de changement exothermique. C'est-à-dire que lui se refroidit, mais le milieu autour de lui se réchauffe. Alors, c'est très discret, mais par exemple, quand il neige, certains le savent, des experts le ressentent. Juste avant qu'il neige, la température extérieure va avoir tendance à légèrement se réchauffer. Parce qu'en fait, dans le ciel, l'eau qui est à l'état liquide, pour qu'elle se solidifie, elle doit céder de l'énergie et donc elle va réchauffer un peu l'air qui est autour. C'est imperceptible la plupart du temps, mais il semblerait que certains arrivent à le repérer. Voilà.
À l'inverse, si un système reçoit de l'énergie, hein, il est en train de se réchauffer, on parle de changement endothermique. Autour de lui, le système va se refroidir, mais lui va bien se réchauffer. Et dans ce cas-là, cette énergie va être comptée positivement. Il reçoit de l'énergie. Donc cette grandeur-là, l'énergie thermique, sera considérée comme positive. Alors que quand il donne de l'énergie, il perd de l'énergie. Donc ce grand Q-là, qui correspond à l'énergie thermique échangée, eh bien, il va être plus petit que zéro. C'est grosso modo, c'est un peu comme si vous deviez compter l'argent que vous avez, hein, et si vous mettez un plus 2 euros quand on vous en donne, ou que vous écrivez moins 2 euros quand vous devez le donner. Ah ben voilà, c'est exactement pareil dans le cas présent. Alors, une autre grandeur que l'on introduit qui va vous servir pour l'activité d'après, c'est ce qu'on appelle l'énergie massique de changement d'état. L'énergie massique de changement d'état, c'est simple, c'est l'énergie que va absorber ou libérer un échantillon, et plus précisément 1 kilogramme de cet échantillon, pendant son changement d'état. C'est-à-dire, on prend de l'eau et on regarde quelle quantité d'énergie il faut lui apporter pour que 1 kilogramme d'eau change d'état. Eh bien, en l'occurrence, vous avez les valeurs là. Hein. Par exemple, pour l'eau, l'énergie massique de vaporisation est de 2265 kJ par kilogramme. C'est-à-dire que pour qu'un kilogramme d'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux, il faut amener une quantité d'énergie égale à 2265 kJ. À l'inverse, pour que, par exemple, là, vous avez l'énergie massique de fusion, c'est-à-dire quelle quantité d'énergie il faut amener à un glaçon, à 1 kg de glace, pour qu'elle devienne de l'eau liquide. Eh bien, c'est 335 kJ par kilogramme. À noter que ces valeurs sont les mêmes. Par exemple, 335 kJ, c'est l'énergie qu'il faut à 1 kg de glace pour devenir liquide, mais c'est aussi l'énergie qu'il faut prendre à 1 kg d'eau pour que ça devienne de la glace. C'est la même valeur dans les deux sens. Dans un cas, vous allez la prendre, cette énergie, et dans l'autre, vous allez la donner. Mais c'est la même quantité d'énergie pour transformer de la glace en eau liquide que de l'eau liquide en glace. Okay. Donc là, je vous redonne bien cette explication que je viens de vous donner, hein, c'est-à-dire que l'énergie massique sera la même, elle est simplement opposée, c'est-à-dire qu'il y a un signe plus ou un signe moins, pour deux transformations inverses. Par exemple, pour passer de l'état liquide à l'état gazeux ou de l'état gazeux à l'état liquide, il faudra il faudra la même quantité d'énergie, sauf que dans un cas, il faudra la donner, cette quantité d'énergie, dans l'autre, il faudra la prendre. D'accord. Mais sinon, c'est la même. Et du coup, en termes d'énergie, ça se traduit par un plus ou un moins. Je vous rappelle, hein, un plus, il faut la donner au système, cette énergie. Un moins, ça veut dire qu'il faut lui prendre. Et donc, si un jour vous avez besoin de calculer quelle est la quantité d'énergie que vous devez échanger avec un système pour qu'il change d'état, eh bien c'est simple, hein, vous prenez juste son énergie massique et vous la multipliez par sa masse. C'est-à-dire que si vous savez quelle quantité d'énergie il faut apporter à 1 kg d'eau liquide pour qu'elle devienne gazeuse, eh bien si je vous dis j'ai 5 litres d'eau, j'ai 5 kg d'eau, qu'est-ce que je fais? Vous prenez votre énergie massique là et vous la multipliez par les 5 kg. Et vous avez la quantité d'énergie que vous allez devoir apporter à cette eau pour qu'elle devienne gazeuse. Ok. Donc voilà, là pour le coup vous avez tout. Alors à partir de là, nous devions réaliser un TP. Le but était en fait de prendre ce qu'on appelle un calorimètre. C'est un objet qui ne perd pas d'énergie. C'est-à-dire que globalement, si on met quelque chose de chaud dedans, la chaleur ne se dissipe pas à l'extérieur, et si on met du froid dedans, pareil, la chaleur ne rentre pas. Ce que vous mettez dedans est isolé du monde extérieur. D'accord. On parle aussi de bouteilles isothermes au quotidien, mais il faut savoir qu'un calorimètre est quand même quelque chose de meilleure qualité. On devait y mettre de l'eau à une certaine température et un glaçon. Voilà. Et d'étudier un peu l'échange de chaleur qu'il y a à avoir entre l'eau liquide et le glaçon. D'accord. Donc pour ça, je vous ai fait, vous avez un lien ici, un QR code, vers une collègue, une prof, qui a fait la manip. Il y a toutes les informations. À partir de là, vous allez devoir un peu remplir ce tableau. À partir de toutes les informations qui sont données dans l'expérience, à savoir, comme vous le voyez sur le dossier, la masse d'eau liquide qui a été introduite dans le calorimètre, la température initiale de cette eau, la masse du glaçon, et la valeur de la température à la fin, une fois que le glaçon a fondu. Donc tout ça, il va falloir que vous le notiez dans ce schéma. Ça sera un peu votre bilan de cette expérience, et à partir de ces valeurs-là, vous allez pouvoir en déduire beaucoup de choses. Alors, à partir de là, il va falloir calculer tous les échanges d'énergie qui ont eu lieu à l'intérieur de ce calorimètre. Alors,
Il y en a plusieurs que vous allez devoir calculer, hein. Je vous donne toutes les valeurs en dessous et je vous demande point par point de les calculer. Vous allez par exemple déjà devoir calculer l'énergie thermique cédée par le calorimètre. Petite faute de frappe dans le dossier, c'est pas le colorimètre, c'est le calorimètre, en appliquant la relation qui est donnée. D'accord? Donc comme l'énergie thermique est cédée, votre valeur sera inférieure à 0, il y aura un petit moins, mais globalement, vous avez la formule, hein, c'est l'énergie thermique cédée par le calorimètre, là, le Qcal, qui est égal à Ccal, qui est ce qu'on appelle la capacité thermique du calorimètre, comme je vous l'explique, c'est l'énergie que l'on doit apporter au calorimètre pour qu'il se réchauffe, voilà, de 1 degré. Et fois la température finale moins la température initiale. Bon, vous allez voir, vous faites votre petit calcul, puisque vous avez toutes les valeurs, hein, je vous donne le C, la température finale, vous l'avez, la température initiale, vous l'avez. Ensuite, vous allez devoir calculer l'énergie thermique cédée par l'eau liquide. Et oui, l'eau liquide étant plus chaude que le glaçon, l'eau liquide va donner de l'énergie au glaçon, donc elle va en perdre. Vous allez devoir, parallèlement à ça, calculer aussi l'énergie que va absorber l'eau liquide. On va imaginer que le glaçon a fondu, et donc cette eau liquide, comme elle est plus froide que l'eau liquide qui était là présente à l'origine, elle va absorber de la chaleur. Et il va falloir aussi calculer je ne vois pas là comme ça, mais il ne doit pas être bien loin, euh, la, l'énergie que va absorber le glaçon pour devenir liquide. D'accord? En gros, dans l'ordre, hein, dans votre calorimètre, le calorimètre aura pris une certaine quantité d'énergie. L'eau liquide que vous avez mis à l'origine va en donner une certaine quantité d'énergie. Le glaçon va en absorber une certaine quantité pour devenir liquide. Et cette eau liquide là, qui vient du glaçon, va aussi absorber une certaine quantité d'énergie pour se réchauffer un peu. Et tout ça, comme on sait que le calorimètre est fermé et qu'il n'échange aucune quantité d'énergie avec l'extérieur, on sait que si on additionne tout ça, ça fait 0. Et donc, comme vous avez toutes les valeurs, vous allez pouvoir en déduire quelle est effectivement la quantité d'énergie que le glaçon a absorbée pour devenir liquide. Et cette quantité d'énergie absorbée par le glaçon pour devenir liquide, c'est l'énergie massique de changement d'état. C'est le but de cette activité, trouver cette fameuse valeur. Voilà. Donc je vous laisse suivre les instructions une par une. Normalement, le document est assez clair et vous n'avez plus qu'à calculer votre valeur et comparer avec la valeur qui est donnée. En toute logique, elle va être assez différente de cette valeur théorique parce qu'en fait, un calorimètre parfait, ça n'existe pas. Il y a toujours des petites quantités d'énergie perdues à droite à gauche. Donc normalement, vous ne devriez pas trouver exactement ça. Plus vous serez proche, plus ça veut dire que le calorimètre était bon. Donc voilà, je rajoute rien de plus là-dessus, à part attention de bien faire attention aux signes des quantités d'énergie échangées, hein, n'oubliez pas, hein, relisez bien les questions et je les ai soulignés les mots. Si jamais c'est une quantité d'énergie cédée, c'est négatif. Si c'est une quantité d'énergie absorbée, c'est positif. Faites très attention à ça, hein. Et voilà, normalement ça devrait rouler. On passe donc maintenant aux transformations nucléaires. Alors, les transformations nucléaires c'est simple. Une transformation nucléaire va vous demander déjà de vous rappeler de ce qu'est un isotope. Ça va être les premières questions, donc je vous rappelle rapidement, je vous renvoie vers un site où vous retravaillez un peu le noyau. Alors la différence cette fois-ci, c'est qu'on ne s'intéresse plus aux électrons. C'est vrai que dans le chapitre précédent, on parlait beaucoup électrons. Là, on s'en fiche. C'est vraiment la notion fondamentale de ce chapitre. Il faut que vous arriviez à comprendre la différence entre les trois types de transformations. Une transformation physique, vous partez d'une espèce chimique, par exemple de l'eau, et vous allez changer une de ses propriétés. Vous allez le réchauffer, vous allez changer sa pression. Voilà, vous ne faites que ça. Par exemple, vous prenez de l'eau liquide, vous la réchauffez et elle va à la rigueur devenir gazeuse. C'est une transformation physique. Vous aviez de l'eau avant, vous avez toujours de l'eau après. C'est juste qu'une de ses propriétés a changé. Une transformation chimique. Si vous avez par exemple du carbone avant, vous aurez du carbone après. Mais à la rigueur, vous lui avez pris un électron, vous lui en avez donné, vous touchez aux électrons autour, mais vous ne touchez pas au noyau. Donc un carbone restera un carbone, un hydrogène restera un hydrogène, etc. Même si les atomes s'assemblent pour former des molécules, ces atomes ne changent pas fondamentalement. D'accord? Une transformation nucléaire va toucher au noyau. C'est-à-dire que votre noyau, soit il va grossir, des nouvelles particules vont arriver, soit des particules vont être retirées. Et dans ce cas-là, forcément, vous n'avez plus le même type d'atome. Si vous aviez du carbone avant, vous allez peut-être avoir de l'azote après ou de l'oxygène.
parce que vous avez enlevé ou rajouté des nucléons. D'accord? Il y a dans transformation nucléaire, vous avez bien cette idée du nucléus, le nucléon, le noyau. D'accord? Donc voilà, vous allez avoir un certain nombre de questions à répondre à partir du site qui va vous demander notamment de vous rappeler de ce qu'est un isotope. Je le rappelle ici. Des isotopes, ce sont des atomes qui ont le même nombre de protons. Il s'agit donc du même type d'atome, mais un nombre de neutrons et donc forcément de nucléons différents. Par exemple, le carbone 12 et le carbone 14 sont des isotopes. Le carbone 12 a 6 protons et 6 neutrons, alors que le carbone 14 a 6 protons lui aussi, mais il a 8 neutrons. Ils ont le même nombre de protons, mais ils ont des nombres de neutrons différents. Voilà. Donc voilà, un peu comme je disais, surtout ne pas vous tromper dans ces idées de transformation physique, chimique et nucléaire. Je vous donne un exemple ici de transformation nucléaire. Donc vous avez un atome d'azote, le 15,7N là, plus un hydrogène, un 1H. Les deux, en fait, l'hydrogène va en gros, hein, va foncer, on va le faire en sorte qu'il percute l'atome d'azote, et les deux vont, entre guillemets, former des nouvelles espèces chimiques, hein, et en l'occurrence, là, un carbone 12 et un atome d'hélium. D'accord? Donc voilà, c'est vraiment. Alors, ce sont souvent des transformations qui nécessitent beaucoup d'énergie, ou vous verrez d'autres se font naturellement. Mais voilà, dans tous les cas, bien souvent, soit elles demandent beaucoup d'énergie, soit elles en libèrent beaucoup, soit des fois les deux. Elles nécessitent beaucoup d'énergie, mais elles en libèrent aussi beaucoup. Mais en tout cas, voilà, elles ont à peu près toute cette forme-là. Alors pareil, on ne joue pas, c'est une règle d'or dans les transformations nucléaires, on ne joue pas au sorcier dans les transformations nucléaires, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, si à un moment vous regardez quelles sont les particules qu'il y avait avant côté réactif, vous les retrouverez de l'autre côté, côté produit. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a déjà une conservation du nombre de nucléons. Si vous regardez vos réactifs et qu'il y avait 27 nucléons, vous retrouverez 27 nucléons côté proton. Et on parle aussi d'une conservation de la charge électrique, c'est-à-dire une conservation du nombre du bas. D'accord? On ne parle pas forcément d'une conservation de nombre de protons, mais bien de charge électrique, là. D'accord? Par exemple, je vous donne un exemple ici, hein, on prend un atome d'azote et on fait en sorte qu'il soit percuté par un neutron. Alors ce 0,1 petit n là que vous avez là, c'est le symbole du neutron. Et ça donne un atome de carbone et un atome d'hydrogène. Eh bien, si vous regardez en bas, à gauche, vous avez 7 plus 0, et à droite, vous avez 6 plus 1, qui effectivement fait bien lui aussi 7. Donc, respect, conservation du nombre du bas, c'est-à-dire conservation de la charge électrique. En haut, si vous faites 14 plus 1, ça fait 15, et de l'autre côté, 14 plus 1, ça fait 15. Vous avez bien une conservation du nombre de nucléons. Donc les atomes peuvent se changer, hein, être altérés, l'azote devient un carbone, mais au final, on a bien une conservation des particules. D'accord? Donc conservation du nombre de nucléons et conservation de la charge électrique. Ça, c'est extrêmement important, c'est primordial dans une transformation nucléaire. Donc, un petit point court, vite fait, hein, une fission nucléaire, c'est vous prenez un atome, vous faites en sorte qu'il soit percuté par une particule extrêmement petite, un neutron fait parfaitement l'affaire, et ce choc va être tellement violent que l'atome va se fissurer, va se scinder en deux. C'est pour ça qu'on parle de fission, et on parle de fission nucléaire parce que c'est le noyau qui se casse en deux, hein. Et donc vous vous retrouvez avec deux noyaux plus petits. Et à ce moment-là, hein, en général, vous avez d'autres neutrons qui sont émis. En général, 3 neutrons sont émis. C'est-à-dire que pour un neutron qui a servi à casser le noyau, vous en avez 3 qui sont émis. Ce détail est important pour une des questions que vous devez faire. D'accord? Donc là, globalement, vous avez réussi à faire un certain nombre de questions, hein, sur cette partie. C'est-à-dire que là, pour transformation nucléaire, si vous êtes arrivé là, vous avez fait toute la partie isotope et vous avez fait toute la partie écriture symbolique. Et là, on va attaquer le petit 3, centrale nucléaire. Donc là, à nouveau, je vous renvoie à une vidéo sur la centrale nucléaire. Alors, j'ai pas toujours mis des QR codes sur la vidéo, mais faites bien attention aux liens qu'il y a dans la description. Je vais mettre un certain nombre de liens dans la description de la vidéo. Vous les retrouverez toutes, d'accord? Donc, et je vous enverrai aussi le PDF par mail sur le NT. Comme ça, le PDF, tous les liens sont cliquables. Donc, au moins, vous avez plein de façons différentes de trouver ces fameux liens.
Donc là, vous regardez la vidéo, on va vous expliquer comment fonctionne une centrale nucléaire, et donc vous aurez un texte à remplir et ensuite à compléter cette fameuse légende d'une centrale nucléaire à connaître. Et après, je vous pose une série de questions en dessous, rien de bien méchant. Donc là, notamment, par exemple, je vous mets les 2 QR codes qui vous permettent de répondre ensuite aux questions. Voilà, pareil, rien de bien méchant, hein, puisque voilà, c'est vraiment pas difficile. Si je vous fais faire ce dossier à la maison, c'est que là, pour l'instant, il n'y a rien de plus. La difficulté va arriver sur 2-3 questions un peu plus compliquées. Mais là, vraiment, pour l'instant, normalement, vous avez géré tout seul. C'est vraiment, il faut compter. C'est des additions, des soustractions, quoi. Il n'y a rien de dingue. Alors, si vous êtes arrivé ici, normalement, vous avez réussi à faire dans cette partie-là sur la centrale nucléaire, vous avez fait la question 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vous avez pu faire la 13 et la 14. On va attaquer maintenant les questions un peu délicates, la 15, 16, 17, 18, 19, là, sont un peu plus délicates, ça demande un peu plus de maths, mais vraiment pas grand-chose de méchant non plus, et je vous accompagne. La question 15, sachant que la masse d'un atome d'uranium est de, et je vous donne sa masse, montrez que l'énergie libérée par 1 gramme d'uranium est proche de tata. Et je vous dis d'après le document 1. Document 1 que vous voyez ici. Normalement, vous voyez qu'il y a tout de suite un truc qui crève l'écran. Là, vous avez une donnée qui est donnée en dessous du schéma où je vous donne l'énergie libérée par un atome d'uranium. Donc, à partir de toutes les infos que vous avez là, vous devez réussir sans trop de problèmes à en déduire. Vous savez l'énergie que libère un atome d'uranium, et vous savez combien pèse un atome d'uranium, et donc je vous demande d'en déduire combien pèse 1 gramme d'uranium. C'est un éternel produit en croix. Ensuite, question 16, je vous dis, en réalité, 1 gramme d'uranium, on arrive à récupérer que cette quantité d'énergie-là. Alors, il y a une petite coquille là dans le dossier, c'est 2,8 fois 10 puissance 9, et pas fois 109, hein, c'est 2,8 fois 10 puissance 9 joules dans un réacteur. Donc, je vous demande de calculer le pourcentage d'uranium qui délivre effectivement de l'énergie dans le réacteur d'une centrale nucléaire. C'est-à-dire que vous avez la valeur réelle d'énergie qui est libérée, 2,8 fois 10 puissance 9, comparé à la valeur théorique, 7,1 fois 10 puissance 10 joules. Donc quand on veut calculer un pourcentage, on parle de rendement aussi, eh bien il suffit de calculer la quantité d'énergie qui est effectivement libérée, divisé par la quantité d'énergie qu'on aurait voulu récupérer. Donc là, 2,8 fois 10 puissance 9 divisé par 7,1 fois 10 puissance 10. Et si vous voulez l'avoir en pourcentage, il faut le multiplier par 100. Et vous allez avoir donc ce fameux rendement là, cette quantité, ce pourcentage d'uranium qui délivre effectivement de l'énergie. Et donc, je vous demande de m'indiquer si ce résultat est cohérent avec le document 3, puisque vous allez voir qu'effectivement, vous allez vite vous rendre... Enfin, vous allez voir que je vous donne des pourcentages dans le document 3, et à vous de voir si ce pourcentage correspond bien avec ce que vous avez calculé. Voilà. Alors là, je vous montre le document 2. Avant la question 17, vous demande de retourner sur le document 1 et 3. Donc, je vous rappelle qu'il ne faut pas hésiter à mettre pause dans les vidéos, hein. Et donc, à partir de ces documents 1 et 3, vous allez pouvoir calculer la masse d'uranium qu'il a fallu pour produire toute l'énergie libérée par les 19 centrales nucléaires. Cette fois-ci, là, dans les documents, je vous dis quelle est la quantité d'énergie libérée par les 19 centrales nucléaires. Vous savez quelle est la quantité d'énergie libérée par un atome, hein. Je vous dis, en réalité, 1 gramme d'uranium permet la libération de 2,8 10 puissance 9 joules. Donc, vu que le document vous dit combien d'énergie libérée à cette centrale nucléaire, vous allez pouvoir en déduire quelle est la masse d'uranium qui effectivement a été utilisée. On est toujours sur un produit en croix là. Et donc, la question 18, je vous demande cette fois-ci, avec le document 2 qui apparaît là, hein, de calculer la masse de fuel qu'il faudrait brûler, hein, pour égaler l'énergie libérée. Alors pareil, encore une question, il y en a des coquilles dans ce dossier, c'est vrai qu'il a été fait un peu dans l'urgence. Mais maintenant, vous avez la quantité d'énergie libérée par les 19 centrales nucléaires. Et dans ce document, je vous dis quelle quantité d'énergie libère la combustion d'1 kg de fuel. Donc pareil, petit produit en croix, et vous allez pouvoir en déduire du coup combien de fuel il faut pour produire autant d'énergie que les centrales nucléaires. Et vous allez voir que le nombre est assez dingue. Et donc avec tout ça, je vous demande un avantage et un inconvénient des centrales nucléaires. Voilà. Autant l'avantage, je pense que vous allez le voir assez vite, autant l'inconvénient, je compte peut-être sur votre culture générale. Bizarrement, dans nos sociétés, est-ce parce que nous sommes français, nous connaissons beaucoup mieux les inconvénients que les avantages, hein. Donc là, vous allez avoir un avantage. Et l'inconvénient, je compte sur votre culture G, ou au pire, vous demandez chez vous en rentrant le soir. La réponse devrait fuser très vite. En général, pour les centrales nucléaires, dès qu'il s'agit de donner un inconvénient, les gens sont très bavards.
On enchaîne, courage, on se rapproche de la fin de ce dossier. Il y a une autre transformation nucléaire qu'on appelle la fusion. Fusion à ne pas confondre avec la fusion des transformations physiques. Dans une transformation physique, la fusion, c'est quand vous passez de l'état solide à l'état liquide. La fusion nucléaire, c'est pour ça qu'on met souvent nucléaire derrière, c'est lorsque vous partez de deux atomes, en général des petits atomes légers, que vous faites en sorte qu'ils se percutent violemment, très vite, et ils vont fusionner pour former un atome plus grand. Et en général, il y a souvent beaucoup d'énergie de libérée et souvent une petite particule type neutron qui est libérée ou d'autres petits atomes. Mais en tout cas, vous avez un exemple ici avec des isotopes de l'hydrogène, hein, qu'on appelle le deutérium et le tritium, qui, lorsqu'ils sont percutés très rapidement, forment un atome d'hélium. Et en passant, alors ça émet aussi un neutron, hein, mais ça aussi libère une quantité phénoménale d'énergie. Donc, si vous arrivez ici, vous devriez avoir cherché sur internet la définition de la fusion nucléaire. Comment réussit-on à vaincre la répulsion naturelle entre les noyaux et à les faire fusionner? Je l'ai plus ou moins dit juste avant, hein, donc je vous laisserai écouter si vous avez raté cette information, mais je le sous-entends méchamment de comment on fait pour faire fusionner deux atomes. Enfin, c'est pas que je le sous-entends, hein, je le dis. Et ensuite, je vous dis, à l'aide des documents 3 et 4, calculez la masse d'hydrogène nécessaire qu'il aurait fallu pour égaler toute l'énergie libérée par la 19 centrales nucléaires. Je reviens à cette histoire de 19 centrales nucléaires, d'où le fait qu'il faut que vous retourniez au document 3. Bon, à ce stade, vous devriez déjà l'avoir écrit quelque part dans votre dossier. Vous avez la quantité d'énergie produite par les 19 centrales nucléaires. Et là, je vous demande quelle masse d'hydrogène il faudrait pour égaler toute cette énergie. Et si vous regardez bien, dans le document 4, qui est ici présent, là, je vous dis combien d'énergie libère 1 gramme d'hydrogène. Donc, ça devrait être assez rapide. Donc là, vous allez pouvoir faire assez rapidement la question 23. Entre la fusion et la fission, quelle réaction libère la plus grande quantité d'énergie pour une même masse? Vous allez voir, c'est rapide à trouver, non? Et ensuite, la 24, c'est le document que je vous affiche en ce moment. Je vous demande de m'écrire l'équation de la réaction nucléaire qui se produit dans le réacteur nucléaire. Bon, vous allez voir, hein, c'est vers la fin du document. Je vous dis, il y a ça et ça qui fusionnent et qui forment ça et ça. Voilà, c'est pas méchant. Et ensuite, pour le même document, je vous demande de me citer deux avantages de ce réacteur ITER, qui est un réacteur actuellement en construction, qui a pour but d'exploiter l'énergie issue de la fusion. Alors certains parlent de recréer une étoile sur Terre, on a cette idée-là, puisque une étoile fonctionne sur la base de la fusion nucléaire, hein. Mais juste nous, elle sera quand même vachement moins puissante, hein. C'est pas une étoile qu'on est en train de fabriquer, ok, c'est un générateur d'énergie qui exploite la fusion, mais on va pas fabriquer une étoile sur Terre, hein. On n'a ni la capacité, enfin, on n'a pas les capacités, et on n'est pas assez fou pour fabriquer une étoile sur Terre non plus. Mais voilà quand même pour l'idée. Voilà, à ce stade, vous avez fini votre dossier, vous êtes soulagé, vous en pouvez plus, vous me détestez. Eh bien écoutez, vous n'avez plus qu'à refermer ce dossier. Et moi, je vous dis à très bientôt, en vrai.